Alors, en guise de préambule, je voudrais préciser que cet exposé, c'est le tout premier texte que je rédige sur la littérature polynésienne, puisque j'ai évolué jusque-là dans les études africaines. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est à prendre comme un ensemble de pistes de réflexion à partir d'une recherche qui en est encore à un stade exploratoire. Donc des pistes de réflexion à partir d'un angle particulier qui est donc celui de l'éco-critique. Je pense que ma communication fera beaucoup écho à celle de mes collègues et notamment à celle de Julia Franks. Donc mon ambition ici, c'est de proposer une lecture éco-critique de la littérature polynésienne. Je me suis intéressée tant aux textes publiés, canonisés, légitimés par l'institution littéraire, qu'aux textes écrits pour être performés, aux légendes qui font l'objet de transcription et de réécriture. Alors, qu'est-ce que l'éco-critique? Mes collègues vous en ont déjà donné quelques définitions. Je vais rapidement proposer la mienne, appuyée d'ailleurs sur les mêmes textes en partie. Donc, l'éco-critique ambitionne d'examiner la portée du littéraire sur les effets de transformation d'un paysage, notamment quand ce dernier subit un dommage que l'on qualifie usuellement d'écologique. Une lecture éco-critique implique de partir des lieux et de remonter aux textes littéraires qu'ils ont générés, et quels que soient ces textes, donc légendes, poésie, discours, romans. En ce sens, l'éco-critique, c'est en fait un peu comme une paire de lunettes qui peut se chausser partout, mais qui révèle avec sans doute plus d'acuité certains contextes aux prises avec un rapport singulier au vivant, de par une spécificité culturelle ou de par des événements historiques déterminants. Alors, regarder la Polynésie française par la lorgnette éco-critique, c'est d'abord prendre en compte son histoire coloniale et être attentive à la manière dont cette histoire s'est traduite dans le grain de la terre et la manière dont cette terre s'est vue transformée sous l'effet de politiques extractivistes. Une lecture éco-critique de pays ayant été ou étant en situation coloniale est un peu aux études littéraires postcoloniales, décoloniales, ce que l'écologie décoloniale est aux études d'écologie politique. Dans son essai manifeste, Malcolm Ferdinand définit l'écologie décoloniale comme une écologie qui, je le cite, dénonce les situations de colonialisme environnemental où un État ou un groupe parvient à imposer un usage de la terre qui, d'une part, usurpe des biens communs à des fins de profit privé et, d'autre part, se traduit par la dégradation du milieu de vie des habitants locaux. Elle met aussi en cause l'imaginaire collectif par lequel certains espaces sont pensés comme espaces aux marges desquels il est admis d'y faire ce qu'il ne serait pas admis au centre. Enfin, l'écologie décoloniale met en cause les violences infligées aux humains et non-humains par l'habité colonial. Pour mener à bien cette étude d'éco-critique polynésienne, j'ai lancé un chantier de recherche qui a d'abord consisté à venir sur les lieux mêmes de production des textes à l'étude. Et donc, pendant plus de 3 mois, je me suis employée à m'imprégner autant que possible, tant des textes publiés, diffusés ici, que de l'actualité environnementale, et à tâcher de rencontrer différents acteurs du monde du livre, de la culture polynésienne et du milieu de l'environnement. Donc, cette recherche exploratoire est passée d'abord et avant tout par un contact direct avec le terrain, à savoir les lieux, les gens, afin de chercher à percevoir certains des enjeux sociaux et politiques qui traversent ce pays, à capter la manière dont ces enjeux sont corrélés au rapport au vivant comme au rapport au littéraire. Je reviendrai dans la dernière partie de mon exposé sur ma méthodologie, mais je vais commencer par proposer une typologie des acteurs et des acteurs culturels et des auteurs rencontrés qui travaillent dans leurs textes ou à travers diverses actions culturelles à redessiner le paysage, soit par un renouvellement des formes et des discours, soit par des actions de sauvegarde du paysage et d'affirmation d'une identité culturelle. Dans un second temps, je proposerai une lecture éco-critique d'un roman de Jean-Marc Pambrin. Et enfin, j'ébaucherai une réflexion sur ce que pourrait être une écosophie de la recherche. Je poursuis donc, voilà, pour commencer, donc cet essai de typologie dans une première catégorie, disons, ce serait des écrivains et les écrivaines qui écrivent pour politiser le paysage. Alors, dans cette catégorie, je regroupe des auteurs qui proposent une lecture poétique et politique du paysage qui permettent un premier niveau d'interprétation des problématiques sociopolitiques de la littérature de la société polynésienne. Ces auteurs expriment leur lassitude, voire leur colère, devant la manière dont leur pays a été dépeint, on en a
parlé ce matin par les auteurs européens est figuré donc, par les artistes européens, Gauguin entre autres, pour ne pas le nommer. Et ce faisant, ils s'inscrivent à rebours d'une vision exotisante de la Polynésie française qu'ils n'hésitent pas à fustiger. Chantal Spitz s'y applique dans une bonne partie de ses écrits, et plus généralement, on peut dire que cette dénonciation anticoloniale traverse les colonnes de la revue Litera Maui, dans laquelle elle est très active. Son roman « L'île des rêves écrasés » peut se lire comme une sorte de complainte lyrique d'un paysage saccagé par le nucléaire et par ses effets multisectoriels dévastateurs. Ces auteurs rejettent en fait la référentialité de la littérature sur cette région, c'est-à-dire donc celle écrite d'un point de vue exogène, qui tend à écraser, en termes d'ampleur de diffusion et de prestige du moins, les voies littéraires endogènes, et qui tend aussi à aplanir le politique. La référentialité de la littérature, c'est ainsi que le comparatiste Bertrand Westphal définit dans son essai La géocritique la manière dont la littérature impacte le réel en participant à façonner le paysage à travers les descriptions qu'en donnent les écrivains. Dans Mutisme, Titawa Peu exprime le paroxysme du rejet de cette référentialité dominante sur la Polynésie en assumant son refus des descriptions. Considérant que ce regard exotique sur le pays l'a trahi en le déformant, elle fait du constat de l'absence des descriptions du cadre polynésien dans sa prose un parti pris radical de refus du paysage. Donc, je cite, « Plus encore que l'interdiction, l'Occident nous avait pris notre tapu, qui veut dire aussi sacré, et en a fait le tabou. Mon peuple s'était ouvert jadis à beaucoup, Bougainville, Cook, Horsemonde. Combien d'entre eux sont parvenus à en extraire l'essence sans rien apporter qui ressemble de beaucoup à un jugement? Si je bloque sur d'éventuelles descriptions, c'est peut-être que mon île, après tant de pillages, de saccages déguisés, veut garder pour elle tout ce qu'on aurait pu dire d'à peu près véridique. Mutisme. » Alors, ce qui est intéressant dans Mutisme, c'est qu'il y a non seulement la spoliation du regard sur le paysage par les artistes venant de l'extérieur et qui mettent donc en échec tout travail par l'écrivaine de représentation de ce paysage, mais en outre, les images avec lesquelles elle a grandi, qui célèbrent la noblesse du pays, sont d'abord des images liées au nucléaire. Alors, il y a tout un passage qui était sur le PowerPoint, et donc je ne vais pas le lire en entier, dans lequel elle raconte, elle décrit en fait ses souvenirs d'enfance de ses photographies de Maurouroy, qui étaient dans sa maison, dans la maison maternelle. Elle dit « J'ai revu ces images de champignons qui explosaient la nuit, le jour, effroyables, des champignons élancés, longilignes ou plus petits et plus larges. Ces photographies étaient posées là dans ma maison comme autant de plaies qui avaient réduit mon pays au silence. Le paysage ainsi mis en échec dans l'énonciation se trouve ici réduit à ce champignon explosif, à cette pollution qui dévore la terre et les humains. » Alors la deuxième catégorie, je l'ai nommée les passeurs, j'ai nommé cette catégorie de passeurs et de passeuses de la littérature orale polynésienne. C'est une catégorie qui engloberait des démarches différentes, puisque j'y mets aussi bien le courant dynamique de la littérature jeunesse, qui est essentiellement dédié à la transmission de la littérature orale polynésienne, à son fond légendaire, que les pièces de théâtre de Titawa Porché, donc Ina Maui et compagnie, parues en 2018, et celles à paraître, Omai Omai, ou bien encore d'autres objets littéraires singuliers tels que le curieux roman de Arioi de Vaira Mauti Orayatea. Cet auteur, comme Titawa Porché et comme les auteurs de littérature jeunesse, témoigne d'une intention littéraire qui les inscrit dans la démarche de passeurs culturels telle que définie par Bernard Lamizet. Les passeurs culturels mettent en œuvre le miroir de l'identité et de la culture. Ils assurent la réalisation des formes et des systèmes d'interprétation et de représentation de l'identité en assurant la diffusion de ces représentations dans l'espace public. Dans son album jeunesse Romai Te Ua, Offre-nous la pluie, Heipua Te Ariki Board, pour invoquer les éléments de la nature, emprunte au genre poétique des Paraupa'ari qu'elle présente comme étant des paroles de sagesse, mais que l'énologue Babadzan, qui a longtemps travaillé ici, traduit lui par récits mythiques. Je vous cite la version française. « À nous, plantons les jeunes pousses dans la terre, les jeunes pousses de maha, d'arbres, de senteurs, de plantes qui guérissent. Que se hissent allègrement les jeunes pousses hors de terre, que s'élèvent les enfants des hommes et que s'épanouissent leur âme. » De ce passage se dégage un élan vital par la croissance des jeunes pousses que sont les enfants, que sont les végétaux et les enfants tout à la fois.
Et cet élan vital, identifié dans ce paysage, n'est pas anodin, tant les passeurs, ajoute la Mizé, sont, je le cite, ceux aussi qui viennent donner du sens au désir dont nous sommes porteurs et que nous ne savons pas toujours lire et reconnaître. Et cette notion de désir comme moteur de l'action de ces passeurs culturels, elle me semble résonner assez fortement avec le contexte polynésien, tant les écrits et les personnes que j'ai rencontrées traduisent un désir souvent fort d'aller à la rencontre de sa culture et de ses racines. Appliqué aux écrivains et aux artistes européens, si nombreux et nombreuses dans cette catégorie des passeurs culturels, surtout en littérature jeunesse, cette question du désir nous amènerait sur d'autres pistes tout aussi fascinantes. Mais je passe à la troisième proposition de catégorie, celle des détenteurs culturels et des entrepreneurs de mémoire. Alors, cette catégorie, elle regroupe un ensemble d'acteurs culturels engagés dans la revivification de la culture ancienne polynésienne à travers un ensemble d'activités visant à faire vivre cette culture et à partager le savoir. Ils sont ce qu'on appelle ici des détenteurs culturels, soit des personnes qui ont reçu une formation auprès d'un maître, un orateur, lui-même détenteur d'une légende particulière. Alors, ce sont par exemple à Moorea, Maurice Rurua, Hinano Murphy, Punitei ou encore Jordan le Conteur. Les deux premiers, donc Maurice Rurua et Hinano Murphy, dirigent des associations culturelles de transmission du savoir et de formation de la jeunesse et disposent de lieux dédiés. C'est le Punareo pour Maurice et Lee Rurua et le Tepu Atitia pour Hinano Murphy. Et quant aux deux seconds, ils travaillent davantage comme intervenants auprès des écoles ou auprès de centres de savoir tels que le Te Whare Natura, l'écomusée de Moorea, également auprès de privés. Sans être des détenteurs culturels à proprement parler, des personnes comme Libor Procope, Doris Maruoy ou Jackie Briand, tous basés à Tahiti, s'inscrivent chacun à son niveau dans une démarche assez analogue de diffusion du savoir et de promotion de la culture polynésienne. Libor Procope en tant que musicien, connaisseur de la culture, intervenant dans des cérémonies organisées par des associations culturelles, Jackie Briand en tant qu'élu écologiste, adjoint à la mairie de Aroué et à l'initiative d'un certain nombre de démarches, Doris Maruoy en tant que connaisseuse reconnue des légendes et des traditions anciennes qu'elle a participé à collecter dans le cadre de son travail de secrétaire au sein du département des traditions orales auprès de Jean-Marc Plambrin. Ces deux catégories de personnes pourraient être considérées comme des entrepreneurs de mémoire. C'est une notion forgée par les sociologues d'après le concept de Howard Baker d'entrepreneur de morale et qui a été reprise par les historiens. La catégorie d'entrepreneurs de mémoire permet de qualifier un ensemble d'individus, souvent réunis en collectif d'ailleurs, qui, dans une société donnée, entreprennent de faire revivre une mémoire commune, en participant d'ailleurs souvent du même coup à la recréer en partie. Alors l'historien Gérard Noiriel explique à leur sujet: pour qu'une mémoire collective puisse naître, il faut évidemment que plusieurs individus aient gardé le souvenir des mêmes expériences vécues. Néanmoins, une mémoire collective n'est jamais le reflet fidèle des mémoires individuelles. Le passage de l'individuel au collectif nécessite tout un travail de sélection qui privilégie certains aspects du passé au détriment des autres. Et ce travail de sélection est réalisé par les gens qui parlent au nom de leur groupe d'appartenance, les entrepreneurs de mémoire. Grâce à eux, les souvenirs disparates, souvent flous, voire confus, que chaque membre d'un groupe a gardé d'un passé commun, deviennent plus homogènes et acquièrent une visibilité dans l'espace public. Le point commun entre tous les acteurs culturels de cette catégorie, c'est que la mémoire de la culture s'enracine profondément dans les lieux, le Whenua. Et par rapport à ce socle primordial du Whenua, ce que tous ont en partage, c'est, il me semble, le sentiment de la perte du lieu. Une inquiétude constante devant les lieux menacés par l'action anthropique, inquiétude réactivée à chaque annonce de méga projets immobiliers ou autres interventions de transformation brutale de la Terre. Or, nous dit le philosophe australien Glenn Albrecht, c'est la perte du lieu qui mène à la perte du sentiment d'appartenance au lieu, condition de la solastalgie. Et voici comment il définit donc ce terme, qui est donc un néologisme dont il est l'auteur. Je définis la solastalgie comme la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire.
Il s'agit de l'expérience existentielle et vécue d'un changement environnemental négatif, ressenti comme une agression contre notre sentiment d'appartenance à un lieu. La solastalgie est le mal du pays éprouvé alors que vous vivez toujours chez vous dans votre environnement habituel. Et il ajoute, ce concept a une pertinence universelle dans tout contexte où il existe une expérience directe de la transformation ou destruction de l'environnement physique proche, l'habitat, par des forces qui sapent le sens de l'identité et le sentiment du contrôle personnel et communautaire. Ce concept est au cœur de ce qu'il appelle les émotions de la Terre, et il m'a semblé qu'il résonnait singulièrement avec ce qu'expérimentent les acteurs culturels polynésiens face à un projet contre lequel ils peuvent se lever. Je donnerai un exemple, celui de la mobilisation en juillet dernier contre le complexe du New Tahara à Aroué, donc un méga projet hôtelier sur un site d'une très grande beauté, un point de vue, et qui aurait poursuivi le travail de sape du paysage déjà affublé d'un premier hôtel abandonné, tout en privatisant l'accès au littoral et en mettant sous tension les ressources en eau. Au cours de cette mobilisation, le savoir spécifique lié à ce lieu était porté et diffusé par Doris Maruoy, qui expliqua que ce site était le seuil du sentier des âmes conduite par l'ogresse Nona jusqu'à la pointe de Tata, qui est un site d'envol des âmes connu. Et c'est ainsi qu'elle organisa, avec le collectif créé pour l'occasion, tout l'aspect cérémoniel de la mobilisation. Donc, outre l'enfouissement d'un vivo, flûte nasale, au pied d'un uru et la confection de titiraina, un orero fut déclamé par la petite fille de Doris. Orero écrit par son cousin, Patrick Amaru, qui est un célèbre auteur de littérature en Oreo Tahiti. Je vous en cite juste un tout petit extrait. « Ma chère flûte nasale, te voici, me voilà. Voici mon souffle de vie, pour te faire revivre dès ce jour, de l'âme des ancêtres. Ma chère flûte nasale, tu as résonné, tu t'es réveillée, envolons-nous toutes les deux dans les airs, afin d'emplir le dôme céleste de Taharoa de ton son mélodieux. » J'imagine que la version en Orero Tahiti devait être bien plus belle. En tout cas, c'est un Orero célébrant la vie et appelant à se mettre à l'écoute du son de l'âme, déclamé sur un site dont les transformations anthropiques pourrait altérer l'itinéraire des âmes, justement. Ici, Doris Maruoy se lève contre la construction d'un méga complexe hôtelier sur un site considéré comme sacré, tout comme Jean-Marc Pambrin, dont elle a été l'assistante, s'était levé en son temps contre la construction de l'hôtel Le Méridien, épisode qu'il relate en le fictionnalisant dans son roman Le Bambou Noir, dont il va être rapidement question dans cette seconde partie. En fait, c'est toute la diégèse du roman de Jean-Marc Pambrin, Le Bambou Noir, qui peut se prêter à une lecture écocritique. Puisque le protagoniste, ce personnage du Tahitien, incarne, il me semble, le rapport polynésien à la terre, terre-mère et terre-femme, comme dans les récits cosmogoniques de Tahiti analysés par Bruno Sora dans Un poisson nommé Tahiti. En effet, le Tahitien passe par le corps des femmes pour accéder aux terres, progressant ainsi dans son parcours initiatique de la Bretagne à la Polynésie. Du corps de la Finistérienne Agathe, dont il se rassasiera lorsqu'il se sentira vide, en manque d'absolu, il accédera au corps de Miri, la Polynésienne. Et c'est cette nouvelle exploration qui est la porte d'entrée, en fait, vers sa terre, la Polynésie. Et ceci, donc cette transition, intervient lors d'un séjour chez les grands-parents d'Agathe sur l'île d'Ouessant, donc en Bretagne, qui est le jalon déterminant de ce parcours. C'est que ça va être le point de bascule. Qui va à Ouessant voit son sang, lui rappelle le grand-père. C'est le dicton d'Ouessant, c'est véridique. Et de fait, le voyage à Ouessant le ramènera à son sang, à ses origines. Après le voyage temporel vécu lors d'une discussion avec les grands-parents d'Agathe, il aura une épiphanie nocturne en contemplant un tableau accroché dans la chambre représentant des paysans ouessantins auprès de leur habitat traditionnel. Et cela le transportera instantanément en Polynésie. De là, il va amorcer son retour au pays natal. Et puis dès le début, dès qu'il arrive à Tahiti, dès le début des retrouvailles avec sa mère, il va comparer sa mère à Tahiti. Je le cite, « Sa mère ressemblait à Tahiti, Tahiti ressemblait à sa mère. Les vicissitudes de la vie ne laissaient aucune trace sur son écorce, il se logeait dans sa moelle interne. » Dans ce mouvement d'aller et retour des femmes à la terre, de la terre à la mer et inversement, on serait tenté d'y lire une poétique de la Thai Dialectics, telle qu'élaborée par Elizabeth de Le Gray, d'après le néologisme proposé par Kamau Braithwaite, poète et historien de la Barbade,
lui-même inspiré par le mouvement cyclique des marées, Tidalactics. Ce mouvement cyclique par opposition au temps linéaire et aux ontologies dualistes. Je cite rapidement Elizabeth Delo Gray. Tidalactics reckons a space and time that requires an active and participatory engagement with the island seascape. Tidalactics also challenge the Western bifurcation between nature and culture. Cette vision holiste du monde, véhiculée par le concept de Tidalactics, caractérise aussi le rapport à la Terre en Polynésie. Les textes de fiction et de poésie sont habités par l'idée que la Terre est un corps matriciel. Par conséquent, la spoliation de la Terre est l'ultime violation. Elle implique l'anéantissement de l'être, comme l'exprimait déjà en son temps Henri Hiro, je le cite, écrivain et activiste consacré, dans le siège duquel s'inscrivait pleinement Pambrin. Je cite Hiro, « Il ne faut absolument pas, mon peuple bien-aimé, que dans ton propre pays, il ne te reste même plus un petit lopin de terre. Qui es-tu si c'est le cas? Qui es-tu alors, homme démuni ?» En guise d'ouverture, je voudrais clore cette communication en me posant la question du sens, en fait, et de l'enjeu de ce travail essentiellement textuel que je vous ai présenté, par contraste avec les ambitions initiales de cette recherche. Je vous ai dit que je voulais partir des lieux, et j'avais en effet identifié 3 lieux de mobilisation sociale et écologiste. Celle d'Aroué, j'en ai parlé, celle de la plage de Tem'e à Moorea, qui visait aussi à empêcher la construction de nouveaux pilotis, la privatisation de la plage, etc., et celle contre le dynamitage de rochers dits sacrés sur le mont Tahuareva, à la presqu'île de Tahiti, à Taotira. Mon projet était en effet d'examiner la littérature dans des contextes où elle peut être mobilisée pour traduire le pouvoir sur leur devenir que les sociétés imaginent pour elles-mêmes. Bilan, la récolte est maigre. J'ai rencontré au cours de mon enquête beaucoup de réserves, voire de la méfiance. Et je n'ai finalement pu que très peu remonter à la source des textes mobilisés dans l'une ou l'autre manifestation de défense des lieux menacés. Aussi, ce que je vous ai présenté, vous l'avez constaté, c'est essentiellement ce que j'ai pu trouver dans les livres, des passages qui se prêtent, je crois, à une lecture éco-critique. Je me suis alors demandé si cette expérience singulière de plongée infructueuse dans la société polynésienne, fructueuse en termes de livrables attendus, si je puis dire, pouvait informer la recherche, et si oui, de quelle manière elle le fait. D'abord, j'ai entendu la fatigue exprimée par mes interlocuteurs à devoir reproduire incessamment l'interaction induite par l'enquêteur et l'enquêtrice européens, française, de surcroît. Et cette réserve générale, elle me semble significative du ressenti contemporain de l'histoire politique particulière de la Polynésie française, un pays en situation de colonialisme, d'impérialisme nucléaire, avec son lot d'assimilation, de spoliation de la terre, d'aliénation culturelle et linguistique. Les attitudes rencontrées m'ont semblé traduire en tout cas des affects par rapport à cette histoire, des affects parfois vifs. Tenir compte de ces affects comme éléments informant l'analyse, au même titre que les informations factuelles livrées par les enquêtés, me semble relever de l'écologie profonde, ou écosophie, telle que définie par le philosophe norvégien Arne Næss. Partant de ce qu'il appelle le sentiment pour le lieu, il définit l'écosophie comme, je le cite, une forme de vue globale qui ne dérive pas de l'écologie à proprement parler, mais s'en inspire. Elle consiste à mettre l'accent sur les normes fondamentales et les hypothèses que l'on peut déduire de la relation entre l'être humain et la réalité omni-englobante. L'écosophie, en tant que forme de vue globale, implique à mon sens de chercher d'abord et avant tout à percevoir l'humain et son environnement avec tous les sens. Cela nécessite donc d'être dans une ouverture qui permette un accueil de tout ce qui m'est donné de voir. Écouter avec la plus grande attention tout ce qu'on voudrait bien me dire et qui n'aurait peut-être pas à voir avec les questions que je pose, mais aussi ce qu'on ne me dira pas. Accepter aussi de me laisser toucher, de travailler avec ses affects et à partir d'eux. C'est en tout cas ce que j'ai retenu des longues conversations riches et profondes que j'ai eu l'immense chance d'avoir avec certains détenteurs polynésiens culturels, pour percevoir le mana, pour
comprendre, pour entrer, peut-être commencer à entrer dans le monde polynésien, il faut, d'après Jordan, le conteur de Hapiti Amorea, se mettre à l'écoute, être très attentif aux signes, observer la nature, ce qui nous environne, percevoir avec tous les sens, respirer, toucher, sentir. Allez en croire, Jordan, Punitei, Maurice Ururua, c'est par, et c'est seulement par cette attitude patiente qui passe aussi par le faire, par l'expérience donc, et pas seulement par la parole, que j'aurai peu à peu accès à ce que je cherche. Comprendre le rapport singulier des Polynésiens et des Polynésiennes avec le vivant, à travers la littérature qui s'écrit, se publie ou se profère dans un lieu particulier à un moment donné. Sentir, penser avec la terre donc, comme le dirait le philosophe péruvien Arturo Escobar, et avec les personnes. Je vous remercie.